Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir un duo de choc avec Lucie Taïeb et Hugues Jalon. Alors, autour de la peur, voilà, c'est une soirée qui est un peu consacrée à la peur, enfin pas que, hein, elles sont avant tout consacrées aux œuvres littéraires, mais il se trouve que quand on a lu il y a quelques semaines maintenant Sef, donc de Lucie Taïeb, publié aux éditions de l'Ogre, moi ça m'a fait beaucoup réagir en fait avec un livre que j'avais lu il y a déjà quelques années, donc qui est Zone de combat de Hugues Jalon, et je me suis dit que ce serait chouette que vous puissiez en parler tous les deux en fait. Donc ce que je vous propose en fait, c'est qu'on entre dans le vif du sujet, donc dans les textes, et qu'on écoute un bref extrait en fait de chacun des deux textes, et qu'ensuite on part sur cette peur en fait qui irrigue les deux œuvres. Et puis qui irrigue pas que les deux œuvres, en fait, on en parlera ce soir. Peut-être un petit extrait de Sef. Ouais. Elle justifiait sa peur constante par le fait que ce monde ne donne aucune assurance. Elle avait entendu parler du mal, par oui dire, de la sauvagerie dont les hommes sont capables. Elle n'en avait jamais été atteinte et considérait cette chance comme un hasard. Une rencontre improbable est toujours possible, et l'on finit égorgé sur un bout de lande, tenant dans ses bras un cadavre de chien pareillement égorgé, dont la langue a été mystérieusement placée dans votre propre bouche. Ce qui a eu lieu dans ce monde est souvent inimaginable, et il n'est donc pas absurde de supposer qu'un jour, ses craintes les plus grandes se réaliseraient. Elle savait également qu'on meurt, du jour au lendemain, et que si le jour n'était pas encore venu, il viendrait. L'imminence de cet instant l'avait glacée. Elle ne voyait pas encore la silhouette de l'homme, mais une masse immobile et sombre qui, dans le soir brumeux de la lande, aurait pu n'être qu'un arbre de petite taille. La pièce est calfeutrée. C'est un cube, parfaitement clos. Elle ignore si le trésor le plus précieux se trouve à l'intérieur. Semaine 1. Allez, vous vous installez. Vous retrouvez la position. Nous sommes ensemble. Nous en avons besoin. Souvenez-vous, la perspective de votre disparition s'est éloignée. Vous avez du temps et un peu d'argent. Bref, c'est gagné. Vous avez survécu. Vous êtes talentueux. Vous débordez d'énergie. Vous avez des projets. Vous rayonnez. Vous vibrez. Vous frémissez. C'est pour ça que vous êtes là, mi-départ. Nous sommes ici, au bord d'eux, maintenant, ensemble. Dans une atmosphère bienfaisante, nous engageons des reconstitutions. Nous reprenons le déroulement des épisodes traumatiques, méthodiquement. Ça n'a l'air de rien, nous nous préparons, tous ensemble, à la catastrophe. Dans la zone de combat, nous essayons de retarder des explications finales. Nous nous efforçons d'anticiper les déflagrations. Dans une atmosphère bienfaisante, sécurisée à l'extrême, nous programmons la réduction des sensations de panique. Ensemble, nous contenons votre désir de fuir à tout propos. Tout rester comme ça. Moi, c'est ce qui m'a frappé en fait. C'est une sensation que j'ai eue, c'est qu'en lisant Sef, je me suis dit là, on est vraiment du côté du récepteur de la peur et de la façon dont, et on va en parler, hein, mais donc un sentiment diffus ou pas du tout diffus, hein, mais de peur et qui prend plein de formes et tout, mais qui en tout cas pèse sur la société de nos jours et sur les personnes en tant qu'individus. Mais là, on est vraiment du côté du récepteur. Enfin, c'est la façon dont la peur, en fait, résonne avec tout ce qui, avec toutes mes terreurs intimes, même si elles étaient à l'état de trace et qui d'un seul coup se développent. Et du côté de la zone de combat, on est plus du côté de l'émetteur de la peur. Enfin, même s'il ne dit jamais son nom, il ne veut pas dire, regardez, je suis gros émetteur de la peur. Enfin, il est plus subtil que ça, mais c'est quand même ça. Et qui d'ailleurs émet la peur sous prétexte de rassurer, ce qui est le principe même. Hein, enfin, et je trouvais que c'était intéressant, et donc voilà, je voulais me dire,
ça a tout de suite résonné avec quelqu'un qui aimait, en fait, et c'est un essai, parce que c'est avant tout un romancier, et en plus un romancier noir, qui est Serge Kadrupani, mais qui, depuis 25 ans, maintenant, avec tout son historique, en fait, d'écrivain et d'essayiste, lui, s'est pas occupé des peurs intimes, mais de la peur sociale et politique, et notamment de tout ce qui est autour de l'antiterrorisme, du terrorisme et de l'antiterrorisme. Et c'est quelqu'un qui, dès 1983, si je ne me trompe, écrivait l'antiterrorisme en France, et qui montrait comment, voilà, à partir d'un fait établi, qu'est le terrorisme, et ce que ça représente comme réel risque, il y avait un arsenal qui se développait, encore un peu gentillet, en fait, dans les années 80, et puis qui, on l'a vu récemment, prend une ampleur complètement différente. Et Serge Kadrupani a écrit La politique de la peur, donc il y a maintenant 5 ans, si je ne me trompe, donc bien avant les récents attentats de 2014 et 2015. Et ce texte résonne énormément, en fait, avec ce fait qu'ensuite il y a un besoin social de rassurer, en fait, face aux peurs. Bon, même si, et on va le creuser, je pense, dans les minutes qui viennent, on ne parle pas toujours des mêmes peurs, mais à la fin, et c'est ce qui m'a frappé, c'est que les peurs viennent, en fait, de l'intime ou du social. À la fin, elles obtiennent et elles créent un comportement qui est assez similaire en réalité. Et ça m'a beaucoup frappé, en fait, en lisant vos 2 livres. Et bon, je me demandais, on demandera peut-être à Hugues tout à l'heure, mais en tout cas, Lucie, comment il est né ce livre, hein, enfin, d'où il vient? Je sais que c'est une question terrible, mais... Il y a plein de manières d'y répondre, donc je vais choisir celle qui m'arrange. Et il est né déjà dans un... Donc les différents textes ont été écrits à des moments différents, les différentes parties, mais la partie qui est autour de cette épidémie étrange de syphilis est née au moment des... grippe aviaire et autres grippes qui étaient à peu près tous les ans menaçantes, dangereuses, à prendre plus ou moins au sérieux, et autres virus. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'intime ou au social, enfin la peur intime ou peur sociale, en fait, moi c'est ce qui m'intéressait. Dans ce personnage, on peut dire que c'est un personnage qui a différents visages, ou en tout cas qui a une obsession qui est celle d'être absolument en sécurité. C'était de prendre un individu, donc un personnage, et de voir le poids sur ce personnage de toutes les peurs qui peuvent être construites socialement et qui peuvent entrer en résonance avec des discours et des histoires familiales. Et c'est ça, en fait, c'est cette intrication-là qui m'intéresse. Donc qu'on soit dans le discours d'une mère qui veut protéger son enfant, où là on peut dire on est dans le familial, dans l'intime, ou dans un état un peu lointain qui met des gens en quarantaine pour les protéger aussi, ou pour protéger le reste, enfin, dans l'idée quand même que l'épidémie ne se propage pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la résistance ou la soumission ou l'allégeance à ce désir de protection. L'intériorisation ou la distance qu'on peut prendre par rapport à ce désir-là. L'intérioriser, l'épouser complètement et en devenir presque fanatique de sa propre sécurité, ou à un moment donné, se retourner contre ce désir. Sauf que, comment on fait? Comment on fait, justement, là, si la peur est toujours présente, si la menace est réelle ou pas, et là, il y a aussi une part d'ambiguïté dans la réponse que j'essaie d'apporter. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté, même si l'ancrage de chacune de ces peurs, en fait, effectivement, tu nous montres les racines et la façon dont elles vont aller chercher assez profondément, en fait, chez l'individu concerné, justement, en allant puiser dans des terreaux très familiaux. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le vocabulaire et la langue, en fait, justement, tu montres bien, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Hugues, à quel point le vocabulaire n'a pas besoin d'être atrocement spécifique, en fait. C'est que le vocabulaire de la peur, qu'il soit du côté de ce que je ressens ou du côté de ce que j'aimais en prétendant rassurer,
il est assez équivoque en réalité. Moi, c'est une chose qui m'avait frappé à la lecture de Zone de combat la première fois, c'est que dans le message pour rassurer face à... Enfin, le ne vous inquiétez pas, il peut s'adresser aussi bien effectivement à la peur d'une bombe dans un aéroport qu'à la peur de perdre son emploi, qu'à la peur effectivement, de voir son enfant kidnappé à la sortie de l'école, qu'à la peur d'avoir des cochonneries dans les aliments. Enfin, finalement, ce discours de rassurer brasse très large, alors même qu'il est censé s'adresser à des choses très spécifiques. Et je trouve que ça, c'est une chose que vous avez su tous les deux travailler à mort en fait dans la langue, où voilà, d'un côté émetteur comme d'un côté réception, il y a vraiment cet aspect, la peur est très ramifiée, et que si on l'attaque par un côté, en fait, elle en évoque d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, que vous ressentez que la peur, elle peut avoir un ou des points d'ancrage, mais qu'elle passe très vite dans quelque chose d'assez global, en fait. Je répondrai un peu... Ça me permettra aussi de répondre à la question aussi peur sociale, peur individuelle. C'est-à-dire que, effectivement, le zone de combat effectivement mobilise tout l'arsenal de la politique de la peur liée à l'antiterrorisme, etc. Mais je crois essayer de faire le lien avec des peurs beaucoup plus individuelles. Alors là, en l'espèce, c'est la peur de perdre son enfant. C'est le suicide de l'enfant. Il y a des passages qui sont consacrés à ça. Et ce que j'avais essayé de faire, en essayant d'écrire un texte qui est assez largement à la première personne du pluriel, et nous, c'est d'essayer de penser ensemble, de mettre ensemble, pas les penser, je ne sais pas si on pense qu'on fait de la littérature, mais enfin, d'essayer d'articuler, effectivement, c'est la peur individuelle et la peur sociale, en essayant de travailler sur cette idée du nous. C'est ça que j'ai retrouvé d'ailleurs dans une partie, notamment dans le début de ton texte. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est une peur qui vient de l'extérieur, mais c'est aussi la peur que le nous ne marche pas. En fait, je me suis rendu compte après coup que c'était un livre essentiellement consacré à ça, notamment en lisant les entretiens qu'avait fait Alain Robbe-Guyet, et notamment consacré à Flaubert. Il disait ce que j'avais jamais remarqué, que Madame Bovary commençait par un nous. La première phrase de Madame Bovary, c'est « Nous étions à l'étude », et ce nous disparaît. Et je m'en suis rendu compte après coup en écrivant un livre nous, c'est que nous ne tient pas. Nous ne marche pas. Nous est ce qu'il y a de plus difficile à faire marcher, à faire tenir. Il suffit d'aller place de la République pour voir que c'est compliqué, nous. Voilà. Et c'est valable à la fois pour un groupe social, voilà, c'est valable pour une société, c'est valable pour un couple. C'est pour ça que j'avais essayé d'organiser finalement le récit autour d'un nous, comme ça, en poupée russe. Puisque quand je parle de nous à un moment, ça peut être, c'est un couple qui parle, ou c'est un petit groupe, ou c'est la société tout entière. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette fragilité-là, cette peur d'être dissocié, et ce défi de rester un nous, que j'avais essayé aussi de travailler dans l'ouvrage, autant que, on va dire, la propagande de la peur, qui est évidemment aussi présente. Ouais. Enfin. La question, je ne sais pas si c'est bon exactement, mais la question du nous me préoccupe aussi beaucoup quel que soit le type d'écriture, que ce soit là dans une écriture romanesque ou dans tout aura brûlé aussi, avec cette distance, j'essaie de mettre en œuvre une vision critique du nous dans ce qui peut avoir d'effacement autoritaire de l'individualité. Un nous imposé à l'autre et qui finit par se fissurer quand on se rend compte qu'il y a quand même un pouvoir qui impose le nous, et c'est aussi, ou que c'est une illusion. Ce qui se passe là dans l'épisode de Syphilitique, où il y a une espèce d'idylle quand on arrive, nous tous ensemble, donc nous tous malades sans l'être vraiment, et bien vite l'ami avec lequel le personnage est arrivé, et donc où on suppose qu'il y aurait une histoire d'amour ou comme ça un nous vraiment heureux, fusionnel, harmonieux, se dissocie puisqu'on ne sait pas de quel côté est l'autre, et que le nous apparaît comme un mensonge. Pour ce qui est de la peur diffuse,
Dans l'écriture, c'est vraiment une question que je me posais notamment dans ce passage de ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce blanche. Quand il y a donc le personnage se retrouve enfermé dans une pièce blanche et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qui se passe en fait quand elle en sort. Comme dispositif fictionnel, ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais, c'était une sorte de défi de raconter ce qui se passe dans une pièce alors que tout se passe à l'extérieur. En même temps, j'ai pas inventé ça, mais ça me plaisait. Et j'ai très vite pensé qu'il fallait pas du tout préciser ce qui se passait à l'extérieur, que la chose terrible qui se passe à l'extérieur de la pièce ne doit pas être nommée ni décrite. De même, on en parlait tout à l'heure, que la menace exacte que représente l'homme dans cette promenade n'est jamais nommée, même si on peut penser à la peur du viol, à la peur du meurtre, c'est jamais dit exactement. Parce que là, c'est presque un raisonnement logique un peu fou peut-être, c'est l'imprévisible qui fait peur. C'est ce qui va se passer, mais on ne sait pas ce que c'est. À la limite, si on savait ce que c'était, on pourrait le prévoir, le prévenir, l'éviter. Mais si la peur garde sa puissance, c'est parce qu'elle n'est pas exactement... parce que l'objet n'est pas nommé. Ouais, c'est une remarque que je m'étais faite, mais qui n'était pas directement liée à la lecture du livre, mais qui vient ces derniers temps, parce qu'on est effectivement dans un climat, et qui n'est pas lié spécialement, pour moi en tout cas, aux attentats terroristes de l'année 2015, mais qui est plutôt une lame qui a plus de fond que ça. Ce qui est assez étonnant, c'est sur les deux aspects, ça, sur quelque chose qui au fond est assez individuel en tant que menace, qui est quand même ce qu'on appelle, pour simplifier, le serial killer, qu'il soit violeur ou non, mais quelqu'un qui va s'en prendre à un individu en tant que proie pour des raisons compliquées à déterminer, avec un côté aléatoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que il y a eu une étude qui vaut ce qu'elle vaut, que j'ai vue il y a quelques temps, que en gros l'occurrence des faits, en tout cas tels qu'ils sont connus dans le monde occidental, ça doit être 2 fois plus qu'en 1970, ce qui est déjà énorme. Mais sa présence dans le champ fictionnel, c'est 14 fois plus. Le terrorisme, en fait, c'est même pas 2 fois plus, c'est 1,5 fois plus que dans les années 70, en tant qu'acte de terrorisme qui entraîne la mort de personnes. On ne va pas compter si on fait que c'était 30 au lieu de 8, bref, mais il n'y a pas une telle augmentation en fait, du terrorisme en réalité, dans la présence, cette fois pas fictionnelle, mais médiatique, c'est fois 25. Donc il y a quand même cet aspect, et je trouve que votre fiction en rend bien compte de la façon dont se construit une caisse de résonance incroyable, en fait, autour d'une peur qui est à la fois réelle, légitime, complètement objective. Oui, on peut se faire tuer par un serial killer, et oui, on peut mourir dans un attentat terroriste. Mais ensuite, il y a toute une façon dont ça va s'amplifier. Et là, justement, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de maître d'œuvre. C'est quelque chose qui vient aussi bien de la personne, comme tu le montres, je trouve beaucoup dans l'ANSEF, ou qui vient d'un nous, qui n'est pas nécessairement un eux, justement. Et c'est pour ça que je trouvais que Zone de combat n'était pas du tout un livre, entre guillemets, conspirationniste. Il n'y a pas un grand Manitou qui orchestre la peur, ça non. Et elle naît du rassemblement, de la mise en perspective des choses par un angle un peu fallacieux. Et je trouve ça c'est assez spectaculaire, la façon dont la fiction arrive à faire toucher du doigt en fait cette boule de neige, en fait, boule de neige, que je trouve moi terrifiante. C'est parce que à mes yeux, effectivement, le terrorisme, davantage encore que le cas du tueur en série, est une machine fictionnelle. Pour une raison assez simple et juridique et historique, c'est qu'il n'y en a pas de définition. À la différence du simple crime de sang, de tout ce qu'ils font, le roman policier, etc. Le problème du terrorisme, c'est que personne ne se met d'accord, juridiquement en tout cas, pour définir ce que c'est. Il est relatif surtout. Oui, pour cette raison-là. C'est que le résistant d'hier et le terroriste d'aujourd'hui, inversement, tout le monde sait très bien effectivement que l'ONU n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur une définition du terme de terrorisme. Et donc, c'est pas surprenant à partir de là que ça devienne une machine délirante. À tout point de vue. C'est-à-dire du point de vue de ceux qui le pratiquent et de ceux effectivement qui peuvent en vivre la menace, ou vont subir directement effectivement, les conséquences. Ça s'auto-entretient. Quelque chose qu'on ne pourrait pas stabiliser dans un
c'est ça, dans une case juridique rassurante pour le coup. Et ces deux menaces-là, pour moi, c'est des menaces où il y a des acteurs, même si on ne les connaît pas, même si on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les assigner, mais il y a des acteurs, il y a un tueur et il y a des terroristes. Et en revanche, sur la menace bactériologique, enfin, pour simplifier, c'est très intéressant, je trouve, parce que là, il y a effectivement une réaction. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'était frappant dans ces années où il y avait H1N1, la grippe aviaire, machin. J'ai l'impression que les épidémies rôdent, et que ça fait maintenant des années. Et alors là, bon, effectivement, il y a une question de perspective, mais je suis aussi frappé par le fait que de même, les films, en fait, qui parfois, par leur côté, parce qu'ils sont souvent mieux armés que la fiction littéraire pour manier le spectaculaire, pas toujours, mais souvent, s'en sont emparés, en fait, depuis 10 ans. Et quand on compare le premier Contagion, enfin celui avec Dustin Hoffman, où c'est quand même des vilains militaires, quoi, hein, qui ont fait le coup, et celui le plus récent, donc avec cette actrice dont j'oublie toujours le nom, mais qui est l'héroïne de Taxi. Donc tout de suite, ça doit vous parler, pardon. Qui est réalisatrice aussi. Ah non, pas. Non, mais actrice française, super connue, qui a eu des Oscars et tout. Cotillard. Oui, Marion Cotillard, voilà. L'héroïne de Taxi. On est bien d'accord. Pas vu Taxi. Et Marion Cotillard, donc qui pour moi était l'emblème de Contagion, du deuxième. Là, on est dans un truc complètement différent, alors qu'en fait, entre les deux films, il n'y a que 12 ans d'écart, ce qui n'est pas gigantesque. Et on a bien l'impression que il y a quelque chose dans la société vis-à-vis de la menace bactériologique qui a complètement changé. Dans un cas, le premier, elle était il faut qu'il y ait un acteur, il faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y ait un terroriste, même si ce terroriste est en fait un militaire, ou le terrorisme d'État, des États-Unis en l'espèce, mais ça pourrait être de n'importe quel pays qui a les capacités scientifiques pour le faire. Et puis là, on est passé à complètement autre chose. Effectivement, c'est la faute des poulets nourris bizarrement en Chine, et puis d'un seul coup, la machine s'emballe, quelque chose comme ça. Et donc ça devient cette menace qui, elle, n'est plus assignable et qui donc, du coup, moi, cette menace, on revient seul devant la menace. Il y a plus, et donc là, on s'en remet à autre chose. Et je trouvais que c'est cette espèce d'aller-retour entre l'individuel et le collectif. Est-ce que le collectif peut encore faire quelque chose ou pas? Quelque chose qui irrigue quand même les deux textes. Moi, quelque chose qui me fascine, parce que c'est une question, je pense, on mentionnait tout à l'heure la place de la République, mais qui est omniprésente et qu'on n'arrive pas à traiter frontalement. Enfin, c'est extrêmement difficile. Oui. Moi, je suis désolé, j'ai du mal à poser une question qui ressemble à des questions. Ça éveille plusieurs idées, en fait, ce que tu dis à la fois. Donc, c'est d'où l'hésitation. Pour ce qui est du collectif, et d'ailleurs d'autres choses aussi, un aspect moi, qui me plaisait, c'était d'essayer de continuer à faire régner une ambiguïté donc, sur ce collectif dont on ne sait pas s'il est bienveillant, sauf au début. En fait, le seul moment, je crois, en tout cas, où je n'ai pas voulu mettre d'ambiguïté, c'est dans ce petit groupe du début. De personnes qui se retrouvent ensemble, dont on dit qu'on les retrouvera pas. Et puis... Le bon timing. on les retrouve pas effectivement, mais c'est un collectif vraiment très light quoi, dans la pensée du collectif. Et puis surtout le but de la séance nocturne, c'est que chacun plonge en soi pour se créer une sorte de manne dans laquelle puiser une énergie qui permette de résister au moment où on n'aura plus de force. Et en fait, moi, dans la question de la peur, mais aussi dans d'autres questions, je sais pas, quelque chose qui me travaille beaucoup, c'est cette question-là de l'énergie ou de l'apathie. Et de la peur qui nie à un tel point qu'on ne peut plus désirer qu'être parfaitement protégé et que qu'elle mange tous les autres désirs en fait. Et la question là, qui vraiment me préoccupe et qui est un peu... c'est le trajet que j'ai essayé de retracer pour ce personnage, c'est comment est-ce qu'à un moment donné on retrouve une énergie en se reconnectant à ses désirs ou
à ses rêves. Et c'est là qu'on passe par le rêve et par cette manne-là, soit des souvenirs les plus précieux, soit des rêves qui sont porteurs d'une force qui va pouvoir, une force qui va pouvoir mettre un terme à l'apathie, à l'inhibition, à l'espèce de fascination face à la menace qui va nous tomber dessus. Mais voilà. C'est marrant parce que cette reconnexion, enfin, ou cette difficulté ou impossibilité de cette reconnexion, je trouve qu'elle est presque à la charnière de zone de combat et du début de quelque chose. Zone de combat, il y a un émetteur, qui rassure, et qui n'est pas en train de se préoccuper véritablement, concrètement, de la prise en charge. Alors que le début de quelque chose, l'ouvrage suivant de Hugues Jalon, c'est vraiment pour moi, enfin c'est beaucoup de choses, hein, c'est un roman très riche, mais on est vraiment dans la prise en charge. Et de façon très concrète, hein, depuis voilà, votre chambre, voilà, parce que c'est un groupe de... On ne saura jamais exactement si c'est des touristes en voyage organisé ou si c'est un séminaire d'entreprise, ça pourrait être les deux, hein, voire d'autres choses, mais en tout cas qui se retrouvent dans un petit hôtel paradisiaque, disons de type tunisien, avec la mer bleue, enfin, le soleil, le jardin, la piscine, enfin, etc. Et tout est là-dedans, c'est terriblement insidieux, c'est vraiment... Et alors là, pour le coup, il y a une puissance observante, il y a un côté Bentham, enfin... Bien sûr, parce que ça est géré, mais là on est vraiment dans le concret. C'est comment on fait ressentir aux gens que il faut plus vous inquiéter, vous êtes pris en charge. Et donc on est vraiment dans ce stade-là où on empêche, enfin quelqu'un a intérêt à empêcher les gens de se reconnecter à leur individualité en réalité. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a deux narrateurs qui sont des espèces de puissances observatrices à distance. Je ne sais pas très bien s'ils sont sur place ou carrément dans un autre pays, derrière des écrans, et qui observent cette petite société. Effectivement. Bon, après, c'est un problème littéraire, quoi. C'est-à-dire que c'est là où moi je me considère comme très à distance du roman. C'est que j'ai énormément de mal à singulariser des personnages. Ça, c'est un truc que j'ai pas réussi à faire. J'ai des copains qui m'ont dit que je ferais bien d'aller voir un psychanalyste, ça m'aiderait. Mais j'ai essayé d'en faire des livres. Mais donc c'est à nouveau un collectif, effectivement, une sorte de groupe indéterminé. Donc parfois il y a quelques, je vais pas dire des personnages, enfin quelques silhouettes qui peuvent émerger. Mais l'idée, effectivement, le projet de ce livre, c'était ça, c'était de produire une sorte comme ça de description à distance d'un groupe mis sous condition. Moi j'avais trouvé ça extrêmement réussi parce que c'est quelque chose que je trouvais dans l'écho aussi de Sèvres, c'est voilà, qui dit peur, dit recours, solution, où est-ce qu'on les trouve, c'est cette chose, parce que sinon c'est la tétanie et entre guillemets mourir de peur, quoi, à terme. Et donc il y a bien... Et il y a des solutions qui sont de l'ordre de vaincre la peur, des solutions d'accepter de confier la mission finalement à quelqu'un d'autre, que ce soit des encadrants médicaux, parce que c'est un problème médical, donc assignable, que ce soit dans un truc de peur plus diffuse, que ce soit effectivement les responsables du voyage, les responsables du séminaire, les instances, quoi, en fait. Et je trouve que c'est étonnant, parce que c'est quelque chose dont on s'est écarté pendant quelques siècles, malgré tout, d'essayer doucement d'arriver à une forme maladroite, d'émancipation par rapport justement à avoir des instances. Et puis en fait, on voit bien qu'il y a une mécanique qui remène à en recréer de toutes pièces. On est dans dans une période je sais pas, où il y a des technologies de sécurisation. Enfin, je veux dire, on a des coachs pour tout. On ne se soutient pas nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que, il paraît qu'aux États-Unis, ils ont inventé les love coachs, des gens qui vous aident à trouver un partenaire amoureux. Vous avez du mal, notamment pour les femmes. Ils ont beaucoup de femmes seules à New York. C'est garanti? Je ne sais pas si c'est garanti, mais enfin, c'est soit voilà, le psychanalyste. Bon, on voit bien que ça on fait appel à des soutiens, à des étés pour tenir debout. C'est à la limite presque de plus en plus. Il y a un truc que je trouve très symptomatique, c'est que depuis le début de la conversation, en tout cas sur Safe, il y a un sujet une des parties qui n'est jamais évoquée, qui est l'avion.
Alors que pour moi, elle est le nœud de tout, justement. Elle est le révélateur de du fait qu'à la fois le collectif est là. Enfin, on peut remettre effectivement une instance, à savoir l'équipage, sa sécurité, mais en même temps, le collectif est aussi quelque chose qui en dort beaucoup. Et quand on se retrouve dans cet avion tout seul, dans la position qui est celle qui est décrite dans Safe, qui est de prendre la conscience en fait de la peur qu'on essaye de nous infuser. Alors qu'en fait on peut rationaliser, enfin, on sait, tout le monde sait qu'on a X chances de mourir en avion, X chances de mourir en voiture, etc. On peut se rassurer tout seul. ça. Mais en fait, Mais t'as entièrement raison. mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde, enfin comment dire, plutôt que de se référer à quelque chose de soi-disant rationnel, ou en tout cas de se rassurer tout seul, en fait on préfère accepter une peur qui est décrite et à multiples endroits. Enfin, je veux dire, on passe tout notre trajet d'avion en face d'un panneau qui nous explique comment survivre à un accident. Enfin, et en plus de manière absolument aléatoire, Très graphique. très bien vu, c'est très graphique, etc. Tout à fait absurde, et où on prévoit comment on va devoir nager dans l'eau si on tombe dans l'eau, comment, enfin bref. Avec son masque à oxygène. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi je trouve que c'est quand on prend en compte le fait que Lucie part de la grippe aviaire, c'est-à-dire la fabrication des peurs, la fabrication de attention, il va falloir se protéger de quelque chose, d'une menace qui arrive, on ne sait pas trop ce que c'est, a priori on est responsable, mais on va vous faire porter sur vous la peur de la régulation justement de ce problème-là. Et quand on le conjugue avec l'avion, moi je trouve ça fascinant parce que au fond de moi il y a toujours cet individu qui pourrait être Safe, qui, quand je suis tout seul, me révolte. Non, pourquoi avoir peur du terrorisme? Pourquoi avoir peur de ça? Et finalement, on est acteur de tout ça. Enfin, on va pas se laisser endormir à ça, et on peut lutter contre. Je prendrai le métro et j'irai pas boire en terrasse. C'est juste, j'aurais pas peur, quoi. Et en même temps, dès qu'on est dans un espace collectif, ce n'est plus possible du tout, parce qu'il y a une espèce de consensus général sur la peur. Ce que vous disiez, Hugues, est très vrai, mais en même temps, ça a toujours existé, sauf qu'on n'a jamais été aussi confiné. C'est vrai que, est-ce qu'on peut vraiment faire cohabiter 250 personnes dans un espace aussi clos qu'un avion sans les contraindre par la peur? Je suis pas sûr. Pendant 15 heures. Je suis pas sûr. Et en même temps, ce que tu dis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on retrouve, et c'est exactement les deux mêmes aspects, c'est que le rituel conjuratoire en fait de la peur, parce que c'est un rituel conjuratoire, se charge aussi d'une certaine façon de l'alimenter. C'est-à-dire que quand bien même tu conjures cette peur, et là effectivement le cas de l'avion est fascinant, c'est que tout ce qui est censé montrer la sécurité, ou la sécurisation à l'œuvre, en même temps renforce évidemment la peur. Et l'avion pour ça, il est effectivement, et là c'est la fatalité, parce qu'on ne dit pas expressément, c'est au cas où un terroriste aurait mis une bombe sous votre siège, non, c'est au cas où il y aurait ou que le pilote serait déprimé. Une brutale déprimé, ou une brutale dépressurisation pour un pur accident, une dégireuse qui n'a pas fait son job sur l'aéroport de Moscou, enfin, quelle que soit la raison. Mais derrière, il y a quand même un aspect, il y a quand même une mise en scène de cette peur, et qui a ses raisons, effectivement, peut-être, parce que sinon, de toute façon, la peur, et là, on va revenir dans du foucaldisme de base, la peur va avec la discipline. Mais même, vous êtes un truc beaucoup plus rationnel, vous êtes seul dans un avion avec un pilote, il y a une perturbation, vous pouvez demander au pilote qu'est-ce qui se passe. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Il y a 250 personnes dans un avion, il y a une dépression importante. Là, pour le coup, tout le monde panique, et c'est justifié, je veux dire, parce qu'on ne peut pas s'adresser à la personne qui sait ce qui se passe. C'est pour ça que le stade de foot, oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde. C'est pas le monde qui crée la peur, c'est régler la peur quand il y a du monde, c'est plus compliqué, donc peut-être que l'alimenter d'une certaine manière est un moyen de la régler. C'est pas juste une histoire de monde. Oui, effectivement, moi je voulais pas me faire mal comprendre. Effectivement, il y a des technologies de sécurisation, etc. Il y a des technologies de la peur, mais il y a aussi la peur, c'est aussi un fait anthropologique, enfin, existentiel, etc. Enfin, on va pas se raconter d'histoire non plus. C'est pas juste un grand méchant qui nous. Je pense effectivement après. Je pense qu'on a anthropologiquement, je pense on est confronté, enfin on est depuis, alors il faudrait dater ça, mais enfin comme on n'est pas nous dans les sociétés occidentales en majorité confrontés à des problèmes de survie et de moins en moins à des questions de salut, hein, c'est-à-dire qu'effectivement dans le tiers-monde en gros il faut survivre ou alors c'est Dieu. Hein. Nous on est dans des états intermédiaires, c'est notre survie à moyen terme qu'on gère. Hein, donc d'où la maladie, effectivement, et donc on a des forces de rappel, comme ça on est globalement en sécurité, dans la rue, etc. On va pas mourir de faim, le risque d'être agressé, comme je sais pas, par un sicario, ou je sais pas où, et quand même assez limité à Paris. On est effectivement je parle de la France là, pour le coup, dans une des sociétés les plus athées du monde, donc, et donc on est dans un régime finalement de rapport à l'existence de moyen terme.
c'est pas au jour le jour, hein. C'est pas notre survie demain, et c'est pas le salut de notre âme. Et donc notre rapport à la peur, je pense qu'il est assez largement déterminé par cette situation intermédiaire. Mais moi j'ai l'impression que dans aucun des deux cas, justement, enfin, vos romans, vos textes sont trop subtils pour dire non mais il n'y a pas de peur, en fait, tout ça c'est de la construction psychologique et intellectuelle. Et bien sûr que non, il y a de la peur, il y a des raisons objectives, presque scientifiques d'avoir peur. Après c'est vraiment, on est dans une question de gestion, d'administration et de un peu... et là, pour le coup, et sans faire du tout de conflit, mais un peu, suivant les choix qui sont faits pour gérer cette peur, à qui ça profite ou ça ne profite pas, et en fait, quel bénéfice social et politique et psychologique individuel en sort ou pas, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure au début, en fait, sur la question justement de se reconnecter à soi-même, en fait, en quelque sorte, par rapport à ça, prend aussi un rôle clé que beaucoup des solutions sécuritaire, en fait, de sécurisation, exactement, parce qu'il ne faut pas s'adresser que au problème de terrorisme et policier, adopte, ne se base pas sur cette reconnexion individuelle. Non, elle la court-circuite même. Au contraire, sur quelque chose de... Mais qui rejoint ce que disait Benoît sur une question, qui pour moi renvoie à la discipline et donc d'une certaine façon au contrôle social, et là sans notion péjorative dans le contrôle social, simplement au fait que oui, il ne peut pas avoir 250 personnes qui se mettent à courir dans tous les sens d'un avion, là ça va être le bordel, quoi. Ça y a aucun doute. Moi je vais essayer de rebondir sur ce que dit Luc, c'est si on admet que la peur est un affect puissant et fondamental anthropologiquement, moi j'ai l'intuition qu'il continue à nous habiter, même si en Occident effectivement on n'est pas en train de lutter tous les jours pour notre survie ou pour notre salut, mais ça reste la peur de la peur, la peur de ce qui peut nous détruire, elle reste très forte. Bien sûr, il y a des forces qui vont se servir de cette peur, mais dans tout ce que je dis dans Safe, par exemple, moi je vois que des occasions pour la peur d'adopter des nouveaux masques. Enfin, je vais parler en mon nom propre, mettre mon angoisse sur la table, mais je me saisis de n'importe quelle occasion médiatique ou pas pour avoir peur. Pour avoir peur pour mes proches, pour avoir peur de la peur de mes proches ou de la mienne, ou n'importe quoi. Le virus, le terrorisme, ça a un peu d'importance. Après, je peux être politiquement manipulé, mais c'est une question qui vient bien avant celle de la possibilité du non. Et la réaction de vouloir faire un câlin à sa maman, d'être infantilisé, de se déresponsabiliser, d'être pris en charge. J'ai l'impression que c'est une tentation qui nous habite tous depuis qu'on est tout petit. C'est clair. Et je pense par rapport à de la vraie peur, de la peur dont, alors il faudrait faire une gradation, mais de la peur qui a des raisons objectives. Mais ce que je trouve aussi qui irrigue en fait vos textes, c'est qu'il y a aussi une couche de peur, parce que en plus ça dépend des gens. Les individus sont malgré tout plus ou moins courageux face à une même source de peur. Et il y a quand même et sur cette notion de prise en charge, il y a un moment, je trouve, une tentation de se dire, pour cet aspect-là de la peur, je m'en remets à une forme d'autorité ou de sécurité, parce que ça me libère d'autant, et on revient sur des questions d'énergie, de capacité à faire autre chose, plutôt qu'à être tétanisé face à propre peur. Donc il n'y a pas que du négatif manipulatoire, il y a aussi, et c'est ce qui ressort moins dans Zone de combat, dans le fond, que dans le début de quelque chose, il y a aussi un côté... positif, et n'importe quelle instance corporate d'entreprise dirait monstrueusement positive. C'est de justement sécuriser un certain nombre de besoins en fait plutôt des cadres, là en l'espèce, mais en tout cas des travailleurs, pour qu'ils puissent donner non plus seulement comme il y a 40 ans leurs bras, mais leur cerveau et leur âme en fait à la cause. Et que ça suppose que ces besoins de base qui sont réputés être satisfaits depuis longtemps, manger, etc., mais que le besoin de sécurité, qui est un besoin, soit lui aussi, et qui va, alors là on n'est pas face à de l'attentat terroriste ou face à de l'épidémie, mais simplement le fait de ne pas avoir à se soucier de monter sa valise dans sa chambre. C'est un truc qui est angoissant, mais angoissant dans une zone de confort monstrueuse. Mais bien sûr, c'est aussi, ça joue, pour moi, c'est pas juste... d'éviter un effort physique, c'est d'éviter une angoisse. C'est donc, on prend en charge vos angoisses, et en échange de ça, vous pouvez vous donner à fond, quoi. Moi, c'est un échange qui m'intéresse. Il y a l'échange. C'est le deal qui se fait, en fait. Le deal qui se fait. Il y a une peur, construite, pas construite, etc. On s'en charge, vous allez vous sentir bien, et en échange,
Voilà. Qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous perdez? Oui. Alors moi, je fais une toute petite parenthèse, mais à l'occasion, je vous encourage autour en fait de ces textes à ne pas hésiter à lire chez Textuel, enfin un excellent éditeur, L'administration de la peur de Paul Virilio, et aussi Cybermonde, la politique du pire de Paul Virilio, qui touche quand même énormément ces thèmes-là. Alors je vais pas, je pense qu'on n'a pas le temps de se lancer dans la pensée de Paul Virilio, qui pourrait nous prendre une bonne partie de la nuit. Mais... Oui, moi j'avais une question, qui s'adresse plutôt à Lucie Taïeb. C'est sur effectivement c'est sur la peur, mais le titre du livre, Safe, bon, c'est un mot, entre guillemets, c'est un mot qui n'est pas traduit, ce qui n'est pas traduisible. Et il y a tout un volet du livre qui est l'histoire de cette traductrice qui a peur, qui se réfugie contre les mots qu'elle ne peut pas contrôler, les mots des autres, les mots qu'elle ne peut pas dire, et qui se réfugie derrière les mots d'une langue étrangère. Dans un coffre-fort. Et à un moment, alors safe, ça peut être effectivement la traduction, une des traductions de safe, c'est coffre-fort, mais c'est aussi à l'abri, tranquille, etc. Et il y a justement, ce qui est intéressant, c'est que ça remet peut-être au centre de ce circuit de la peur et de la réassurance, les questions de la langue et les questions des échanges d'une langue à l'autre et les questions des échanges de paroles entre personnes, parce que dans la partie de la contagion, il y a le discours de la mère, c'est un discours. Elle ne fait rien. On parle de la mère en évoquant, le personnage parle de la mère en évoquant ce discours obsessionnel, tu dois te protéger. Voilà, donc tu dois te protéger des maladies, de la grossesse, etc. Elle dit pas de quoi, justement. Voilà, mais nous, protège-toi. Voilà, mais voilà, protège-toi. Alors bon, le personnage élabore effectivement un peu le. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment justement vous avez unifié ces trois volets. Enfin bon, je sais pas, il y a plus que trois en réalité. Bon, il y a l'histoire de la lande, du chien, etc. Par la langue et par justement la mise en insécurité de la langue. En fait, et on revient sur la question du personnage aussi. Je me demandais, c'est une question, mais s'il n'y a pas de personnage, c'est pas aussi parce qu'il y a une dépersonnalisation. C'est pas parce qu'il n'y a pas de personne dans Je ne sais pas si c'est un projet ou un handicap. Voilà. C'est pas une question de la dépersonnalisation. L'analyse fait passer du handicap au projet. Pareil. on m'a dit ça. Ça reste pareil, juste on est content. Mais en fait, le seul lien entre les personnages, c'est cette obsession. Qui se dit dans ce mot-là, dans le mot safe. En fait, si on peut dire que c'est le même personnage à chaque fois, ce ne serait pas en lien avec un caractère psychologique ou avec une biographie ou même des traits physiques, mais c'est simplement parce que c'est une obsession qui s'incarne dans un personnage. À un moment donné... ça peut être le même, ça peut à trois moments différents, voilà. Ça peut être trois personnages. Après, on peut reconstruire une chronologie d'un même personnage, mais de toute façon... Ou pas du tout de personnage. Là, en tout cas, j'imaginais pas une personne, mais c'est vraiment l'obsession qui m'intéressait. Et l'obsession qui s'incarne avec différents contextes. Donc, et chaque partie, je ne sais pas si je réponds à la question, mais chaque partie prenait l'obsession par un certain biais. Donc la traductrice, c'est plus le biais linguistique, avec aussi l'ironie qui avait dans l'idée qu'elle est obsédée par la traduction de ce mot, qui entre en résonance avec des préoccupations profondes et intimes. Et en fait, l'obsession disparaît quand elle est dans le pays où on parle anglais, parce que le mot n'a plus besoin d'être traduit. Donc le désir de traduction disparaît puisqu'elle est dans le pays où safe n'a pas besoin d'être traduit. Hein. Donc elle a plus de questions à se poser. Et aussi il y a cette idée-là par rapport à la langue que la langue maternelle
porte des choses si lointaines et si profondes qu'elle alimente certains traits de caractère. On s'habitue à avoir peur dans sa langue maternelle. Et changer de langue, ou on s'habitue à d'autres choses dans sa langue maternelle, à avoir peur en l'occurrence. Changer de langue, ça permet de réinitialiser le programme. Et c'est comme ça aussi que l'obsession disparaît. Parce que c'est plus le mot peur, c'est le mot anglais. Mais le mot anglais, même s'il signifie la même chose, il n'a pas la même histoire dans l'individu. Il n'a pas la même charge, en fait. Et donc, hop, ça règle la question. Et une fois que la question est réglée comme ça, je la repose. Et je pense après, j'aurais pu la remettre encore, la reposer ou la faire revenir. Mais je la repose par un autre biais, celui de l'épidémie et d'un collectif. Et à chaque fois, j'ai essayé de la reposer. Et ce qui me plaisait, c'était d'aller au bout de l'idée avec cette pièce blanche. C'était là vraiment, même dans un geste un peu absurde peut-être, mais d'aller, qu'est-ce que ce serait alors? Si on te donnait ce que tu veux être protégé, tu veux être dans une pièce blanche, qu'est-ce qui se passerait exactement? Et là, c'était essayer de pousser cette logique jusqu'au bout, en faisant quand même venir des interférences du film dont on n'a pas parlé, mais de ce film de Todd Haynes, qui parle aussi alors là, pas de la peur de l'épidémie, mais de cette peur dans l'environnement, de la toxicité de l'environnement, où un personnage qui commence à avoir des troubles, dans ce film-là de Todd Haynes de 1995, finit par croire, ou par accepter de croire que tous ces troubles-là viennent de son environnement qui est toxique. Alors que dans Dr House, en 8 saisons, c'est que 30% des cas qui viennent. En fait, l'imagination de la peur. En fait, on a quand même beaucoup parlé de peur collective et avec des modes de partage qui, pour moi, c'est assez compliqué ces modalités-là. Dans la peur, il y a je m'effraie. Et par exemple, dans ton livre, il y a des images qui sont ce qu'on connaît tous dans la peur, c'est-à-dire une peur qui crée des images et qui imagine énormément et qui se nourrit de ça. Par exemple, la scène où c'est une langue de chien dans sa propre bouche. Alors pourquoi la peur a besoin d'autant imaginer? Et quand tu dis par exemple qu'on a besoin d'être dans des murs blancs, c'est s'empêcher la moindre imagination. Alors pourquoi la peur imagine autant? Mais le mur blanc, à un moment donné, je le voyais aussi comme l'écran, qui va permettre de projeter pas mal de choses. Et puis c'est la page blanche. Oui. Ouais. Non mais si, ça commence par des carreaux. Oui. Voilà, c'est une page de carreaux. Oui, c'est vrai. Oui, mais dans ce cas-là, ne pas imaginer, c'est ne plus avoir peur. Oui. C'est quand même. Moi j'ai beaucoup, en lisant le livre, ça m'a fait beaucoup raisonner avec un film qui semble au début assez éloigné de ça, qui est Inception, et donc en fait derrière le travail de Philippe K. Dick, mais qui est vraiment cette idée purement fictionnelle, mais de niveau en fait de réalité paranoïde, mais enchâssés les uns dans les autres, et où en fait pour échapper à une première peur, il faut trouver un point d'ancrage en fait, un niveau de réalité supérieur, et ainsi de suite. Et bon, après tout est une monstrueuse mise en abîme, mais il y a quand même cette question que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'à chaque fois il y a cette quête et ce besoin désespéré des personnages, c'est-à-dire pour s'en sortir, il faut qu'il y ait un point d'ancrage qui permette d'échapper à la fiction effrayante, ambiante, et de pouvoir passer au niveau suivant en quelque sorte. Et dans le film c'est fait vraiment en cascade et de façon tente, mais je trouvais que dans le roman il y avait là quelque chose de l'ordre effectivement d'aller, ce que tu disais au début, d'aller essayer de retrouver ce qu'il y a. Et moi je pensais à cette idée de coffre-fort personnel, c'est-à-dire à l'intérieur, qui permet peut-être pas d'échapper à la peur, mais en tout cas de ne pas devenir fou. D'y retrouver un élément tangible, de toucher un fond de piscine, un endroit à un moment donné, pour pas se laisser entraîner dans la spirale justement des peurs qui à un moment deviennent superlatives parce qu'elles s'engendrent les unes les autres, et derrière
Et je trouvais que c'était marrant parce que bon, pourtant c'est pas une œuvre de science-fiction, enfin, même si justement nous, les questions de frontières entre les genres, on n'y est pas monstrueusement attaché, comme beaucoup d'entre vous le savent. Mais je trouvais qu'il y avait une dimension et qu'on retrouve aussi, peut-être paradoxalement, parce que pareil, dans le vocabulaire, dans les motifs, dans les tropes, comme dirait Fabien Clouette, il n'y a pas vraiment de science-fiction non plus dans Zone de combat ou dans le début de quelque chose. Et pourtant, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui participe de ça, quoi, L'étrangeté. Ouais, une étrangeté. Qui vient de la langue dans les deux cas. Hein. Alors, pour Hugues Gélon, moi j'ai toujours été étonné, on a l'impression d'être plongé tout de suite dans un film qui pourrait être un film de science-fiction. Avec une Ouais, alors effectivement, moi je viens pas du monde de la SF, je l'ai découvert assez, c'est ce que je disais, je l'ai découvert assez tard. Mais effectivement, on disait des hétérotopies, ou c'est d'imaginer des lieux comme ça, qui pourraient être des lieux, c'est ça, d'un futur lointain. Alors c'est assez amusant parce que pour ce qui est du début de quelque chose, c'est un texte qui est sorti en février 2010, si je dis pas de conneries, et quelques semaines après la révolution tunisienne. C'est un livre que j'ai partiellement écrit en Tunisie, donc décrivant effectivement un centre de vacances. Il y avait un effet science-fiction qui était assez amusant quoi, dans l'idée de concevoir le futur proche. Parce que... Avec des sangliers qui se précipitent. Oui, bon, là c'était une autre affaire. Votre remarque, tout à l'heure, je me disais, qu'est-ce qui fait que dans des lieux où la peur devrait régner, certains l'aperçoivent et d'autres pas? Et je pensais précisément, qu'est-ce qui fait que certains se sentent observés par la police, par exemple, et d'autres pas? Et en Tunisie, je m'étais aperçue que j'ai fait une seule fois un voyage, et au bout de 2 jours, je me suis dit, j'ai eu la nette sensation, je ne suis pas parano, d'être observée. Et je l'étais. Et je me disais, c'est marrant, il y a des gens qui se rendent compte de ça, qui voient les caméras qui sont là, qui remarquent ce qu'ils disent, et d'autres qui remettent à d'autres leur sécurité. Il y en a qui restent responsables de leur sécurité, d'autres pas. Et je me posais la question, est-ce que l'inquiétude est pas une autre façon de faire avec la peur? Puis juste une autre incidente sur la langue. Au Québec, maintenant, le mot sécuritaire est devenu synonyme de rassurant. Ah oui, je suis de là-bas, chaque fois que j'y vais, dès qu'on emploie sécuritaire en termes de rassurant, ça fait, moi je dis aux gens, mais attendez, sécuritaire et rassurant, c'est pas pareil. Les gens me disent oui, et je suis allée dans le dictionnaire. C'est une dérive en fait. Oui, c'est officiel et tout, c'est moi qui encore envoie dans et donc je me posais la question on a pris les choses par le biais de la peur, mais moi je me pose la question aussi de qu'est-ce qui rassure? Et est-ce que là aussi il n'y a pas des discours différents? Il y a un discours qui vient nous dire que ce qui doit nous rassurer, c'est des flics en armes. Moi, un lieu qui me rassure, c'est un lieu où il n'y a pas de flics en armes, où les gens laissent leurs portes ouvertes, où on a l'impression que les choses se passent sans avoir besoin justement de se protéger. Moi, c'est ce que je trouve très très fort justement à l'île du Jalon. Je n'ai pas encore vu ça, mais c'est que ça manie toujours à la fois d'un côté la rassurance et dans la même phrase l'injonction. Enfin, on est toujours entre les deux, quoi. Il y a vraiment un aspect qu'on retrouve aussi là pour le coup dans CEF, c'est que le fait de pouvoir être rassuré ou sécurisé, ou pris en charge, c'est pas pareil, mais le fait d'échapper en fait à la peur suppose quand même d'accepter de se conformer à une forme d'injonction, qu'elle soit discrète, feutrée ou au contraire très garde à vous. Mais il y a vraiment quelque chose, c'est pas gratuit. Il y a un prix à payer pour cette impression ou cette réalité, j'en sais rien, mais en tout cas de sécurisation. Disons sécurisation si c'était objectif et d'être rassuré si on reste dans quelque chose qui est beaucoup plus dans le ressenti, quoi. On ne sait pas derrière si on est vraiment beaucoup plus en sécurité. Il y a autre chose que la sécurisation. Moi j'ai travaillé dans des banlieues toute ma carrière. J'allais à domicile dans ces fameux quartiers où les gens ont peur. Et en fait, j'avais pas peur. Des gens ont peur, oui. Pas les gens. Mais si je me sentais rassurée, c'est pas parce que c'était sécurisé, c'est parce parce qu'on parle. Parce qu'on s'aperçoit que quand on parle aux gens, on est traité d'une certaine façon, on est accueilli d'une certaine façon, et que ce qui pourrait être une menace s'effondre. Enfin, je veux dire, le rôle facilite les paroles aussi, quoi.
Pardon? Le rôle facilite la parole, c'est-à-dire qu'arriver dans un endroit, je parle pas des banlieues en particulier, mais arriver dans un endroit avec un rôle, quel qu'il soit, Ah oui, facilite aussi justement l'échange et le fait d'être sécurisé naturellement, enfin sécurisé, d'être rassuré naturellement. Sécurisé, ça marche. Non, parce que c'est vrai que qui a dit qu'une caméra pouvait rassurer, alors qu'elle et même, ni même sécurisée d'ailleurs, enfin, c'est pas très simple, mais c'est vrai que l'arsenal sécuritaire n'est ni sécurisant ni rassurant en soi. Comme l'heure tourne doucement en fait et que j'aurais bien voulu qu'on entende un autre extrême, je voulais quand même dire un mot d'un livre qui est le dernier en fait du Jalon, et je vais prendre juste 2 minutes pour vous en parler parce que il est un peu en tangentiel en fait par rapport au thème de la soirée, mais il n'y est pas étranger. Donc il s'appelle La conquête des cœurs et des esprits et qui raconte d'une certaine façon, enfin met en mythologie, mais au sens presque grec en fait du terme, tout le travail de constitution et de diffusion de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la guerre froide, c'est-à-dire en fait le triomphe d'une certaine pensée fondamentalement anticommuniste, mais qui se présente évidemment jamais comme ça, qui se présente d'une toute autre façon, mais qui dans l'après-deuxième guerre mondiale donc a irrigué pendant 40 ans et avec succès l'ensemble des sociétés occidentales. Et Hugues Jalon a choisi en fait de nous présenter ce travail. C'est pas du tout un essai, c'est bien un roman, donc c'est pas un discours, c'est pas une explication de texte. C'est 3 figures en fait qui sont, on les découvre peu à peu, mais elles sont pas identifiées dès le départ avec une étiquette biographique, mais rapidement on sait qui c'est, qui sont assez emblématiques justement de ce travail et très différentes les unes des autres, enfin en partie. Elles ont aussi évidemment d'énormes points communs, mais qui sont Ayn Rand, la grande philosophe, là je mets des guillemets parce que je ne peux pas m'empêcher, moi je suis un Européen, donc j'ai du mal à appeler Ayn Rand une philosophe, mais en tout cas une penseuse, voilà, penseuse, d'une sorte de libertarianisme extrême en fait américain, qui, alors on le dit, j'ai jamais trouvé de source sûre pour dire ça, mais on dit que c'est le 2e livre, que Atlas Shrugged, donc la grève en français, c'est le 2e livre le plus lu aux États-Unis après la Bible. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui se dit en tout cas. En fait, c'est vraiment. J'ai essayé de trouver un élément de comparaison. Voilà. Ayn Rand, c'est l'équivalent de Jean-Paul Sartre aux États-Unis. L'enfer, c'est les autres. C'est vraiment. Et on lit Ayn Rand comme nous on a lu Huis clos. Voilà, c'est à peu près. C'est la boussole de l'adolescent moyen aux États-Unis. Et donc part en voyage avec Ayn Rand. Et donc juste pour l'anecdote, ce titre américain donc, qui a été rendu, bon ça c'est toujours pas une traduction des titres, mais la grève, mais Atlas Shrugged, c'est vraiment l'idée que les talentueux qui sont donc tôt ou tard riches, puisqu'ils sont talentueux, portent le monde sur les épaules, et tous les poids morts que sont les non talentueux, et qu'à un moment il secoue les épaules, Atlas qui porte le monde sur ses épaules secoue les épaules, Shrugged, et se débarrasse de tous ces poids morts et peut enfin vivre sa belle vie. Et c'est un texte qui évidemment, moi je l'ai lu en anglais et en français, parfois je suis un peu courageux, mais c'est quand même de l'ordre du, et c'est triste à dire pour un texte aussi, c'est de l'ordre du délire, mais assez étonnant quand même. Oui, mais c'est un délire très, très intéressant parce qu'il y a juste une anecdote. L'année dernière, au Festival d'Avignon, j'ai oublié le nom du metteur en scène qui a mis en scène un des romans d'Ayn Rand, et il y a eu un compte-rendu du journaliste qui disait que c'était une apologie de la création individuelle. C'est très intéressant. Visiblement, le journaliste ne connaissait pas l'auteur qui était Ayn Rand, mais a réussi à lire, et le metteur en scène, je ne sais pas, j'ai pas vu la pièce, a réussi à faire passer le propos d'Ayn Rand comme simplement une apologie du génie individuel et de l'artiste dans sa singularité absolue. Ça, c'est très intéressant comme malentendu. Qui, en tout cas, à mon avis, tient debout dans Ayn Rand, mais enfin voilà, on va pas faire un débat sur en soi. Oui, bien sûr. C'est toute la partie qui tient debout de Schumpeter également, quoi. C'est effectivement, il y a bien entendu des ressorts de la création individuelle, etc., mais s'appuie dessus pour ensuite faire passer... c'est un personnage très intéressant. Et le personnage, alors là, la conquête des cœurs et des esprits en reprend magnifiquement toutes les ambiguïtés du personnage, toutes ses complexités, toutes ses idiosyncrasies vraiment étonnantes. Donc voilà, c'est le premier personnage. Le deuxième est beaucoup plus connu, encore d'une certaine façon, en tout cas en Europe, qui est L. Ron Hubbard, donc auteur de science-fiction devenu le fondateur de l'église de la scientologie. Donc un personnage également assez incroyable. Si ce personnage n'avait pas réellement existé, on jurerait qu'un auteur l'a inventé. Parce que ça n'existe pas normalement des personnages comme ça.
Mais donc vous avez trouvé une solution pour construire des personnages. Bah, ça a été la solution. En fait, le point de départ du livre, c'est le troisième personnage qui est pour moi, à mes yeux, historiquement le plus important, c'est Neil Armstrong. Voilà. Moi, je voulais finir C'était par l'origine du livre, en fait, qui était une idée que j'avais il y a très très longtemps de travailler sur Neil Armstrong, qui est à la fois le personnage dont Ballard disait que ce serait celui qu'on retiendrait du XXe siècle dans 30 000 ans. Ce serait le personnage du XXe siècle. Et en même temps, dont personne ne connaît le visage. Je vous mets au défi, là, ici, je mets 10 photos d'astronautes de me trouver Neil Armstrong. Et quand il est mort, il y a eu des erreurs dans les journaux. C'est-à-dire qu'ils ont publié des photos d'astronautes qui n'étaient pas Neil Armstrong. Mr. Nobody. C'est Mr. Nobody, absolument. Ouais. Et on est persuadé toujours que la photo où on voit sur la Lune, que c'est lui en fait, c'est Aldrin, mais c'est lui, c'est Neil Armstrong qui prend la photo. Et par ailleurs, c'est un visage complètement casqué, donc c'est un personnage très. Enfin, j'ai trouvé la solution pour trouver un personnage, c'est de le prendre avec comme ça. En tout cas, c'est un texte magnifique sur la, justement, voilà, qui de façon également feutrée et insidieuse, comme les deux précédents, mais met en scène la formation incidente et non pas orchestrée en fait, hein, d'une idéologie, et en revanche de son poids ensuite bien au-delà de la période officielle de la guerre froide. C'est une idéologie qui est loin d'être morte avec la chute du mur, quoi, qui au contraire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est une épopée de la puissance en fait, d'essayer de raconter ce que c'est que la puissance. Parce que Armstrong est cet archétype-là. Parce qu'à l'époque, j'ai gardé la lettre parce que je l'avais écrit. Et parce que je ne comprenais pas, c'était avant Internet, hein, c'était vraiment il y a très longtemps. Je ne comprenais pas, on ne savait rien sur Armstrong, il ne disait jamais rien, il ne parlait jamais. C'était toujours Aldrin qui parlait de la Lune. Et en fait, j'ai appris, parce qu'après coup, une biographie est sortie, effectivement, il avait fait toute une longue séquence dépressive après la Lune, et qu'il avait laissé Aldrin s'en occuper. C'était un type qui avait réussi, et qu'il avait perdu une fille aussi, sa petite fille, d'une tumeur au cerveau, quelques années avant la mission Apollo. Et donc pour moi c'était un personnage, mais l'archétype du surhomme, quoi. C'était vraiment là, un truc de puissance et en même temps d'inexistence. Le type est totalement lisse. Norman Mailer, qui avait suivi la mission Apollo, raconte, il est incapable de dire quelque chose d'Armstrong. Aldrin, il est pire pénible, il voulait être le premier, il s'est battu, il a des problèmes avec ses parents, avec son père qui est militaire, etc. Armstrong, il a jamais aucun, il est parfaitement lisse. C'est un personnage vraiment très surprenant. Et après, les autres sont venus, effectivement, Ayn Rand, Ron Hubbard, etc., comme effectivement aussi, d'où le titre, la conquête des cœurs et des esprits, c'est qu'est-ce que c'est que cette, qu'est-ce que c'est que la puissance, arriver à mettre au point des discours, que ce soit sous la forme d'une secte, ou d'une épopée spatiale, ou effectivement d'une œuvre romanesque comme Ayn Rand, arriver comme ça à s'occuper des âmes et des corps et des cœurs et des esprits. Voilà. Voilà, c'était moi je trouvais important de mettre dans le mot simplement. Enfin, j'ai vraiment la conviction que dans cette épopée de la puissance et cette conquête des cœurs et des esprits, en fait, il y a un rôle qui est assigné et qui est en filigrane malgré tout le long à la peur collective et la peur individuelle. Et la façon et donc ça résonne avec les autres ouvrages et avec Seth également d'une façon éventuellement inattendue mais réelle à mon avis. Est-ce que vous auriez lu un autre extrait en fait, peut-être pour conclure d'une certaine façon en beauté et en musique? Dans un souvenir, je l'ai puisé, celui d'une étreinte, celui d'une nuit de ronces, celui de tes canines à mon épaule, l'odeur de ton front. La nuit ne s'achevait pas, recommencer de nouveau, ne s'achevait pas. Je l'ai puisé à cet instant précis, les yeux vert clair, teint olivâtre, tête de côté, Hope, comme elle te voyait cet été-là. Une idée derrière la tête, une dévotion, aucune promesse. Tu marchais derrière elle, les herbes un peu hautes griffaient tes mollets, ses sœurs te regardaient avec une crainte tendue. Elle finirait par s'en aller sans retour. Hope a mal tourné la dernière fois que tu leur parles au téléphone, demandant des nouvelles de Face, puis de Love, l'une fiancée, l'autre déjà mère, et ta voix tremble, bute un peu. Comment va Hope? Ils ne répondront rien d'autre. Mais tu sais qu'elle a échappé au destin qui lui est réservé. La maison, la permanente, un mari un peu plus aisé qu'elle, quelque chose de triste et de définitif, un décor, un enclos. Todd Haynes disant de Carol, l'héroïne de Safe, que les premières images du film la montrent dans sa maison comme pièce du mobilier parmi d'autres. Quelques mois après le commencement des troubles, suffocation, nausées, vomissements, saignements de nez,
Elle est assise, sans maquillage, épuisée, face à son ami perplexe, et lui révèle la complète toxicité du canapé brun dans leur salon. Je ne sais pas comment nous pourrions vivre plus librement. Si tu la retrouvais, elle aurait peut-être une réponse, mais tu préfères ne pas imaginer, ne pas la rechercher. Tu te souviens de cet été, et dans ce souvenir, je puise. Depuis mon lit très blanc, mon corps sans force, mon souffle haletant, manque d'air continuel, détresse respiratoire, lumière aveuglante qui semble diffusée par les murs eux-mêmes, une hargne sans pareille me lève de nouveau et de nouveau arrache la perfusion, les gants, la combinaison, de nouveau nu, à découvert. C'est à la fenêtre que je m'attaque désormais. Calfeutré, barricadé, il faut qu'il y ait une faille, une brèche où s'engouffrer, quelque chose à détruire. Je me sers de tout ce qui me tombe sous la main, le tissu incroyablement résistant, comme empli d'une mousse dure ou laine de verre qui écorche, irrite, écharde métallique dans le bout de mes doigts, cela cède un peu, mais insuffisamment, la chair se défait, l'aiguille de la perfusion s'y brise. Je n'y parviendrai pas ainsi, mais retourner sur ce lit, retrouver ce sommeil, je ne peux m'y résoudre, et m'acharne, les doigts en sang, tremblant de froid bientôt, pleurant de rage, avec une énergie cependant qui dément toute maladie, toute fragilité, toute intolérance à quoi que ce soit, une énergie qui refuse tout et toujours, la peur et affronte, la porte s'ouvre, l'homme de l'autre fois ou un autre, avec lenteur, comme pour ne pas m'effrayer, s'approche de moi. Il a dans la main une lame argentée, comme pour ne pas m'effrayer. Je lui sauterai à la gorge. Il ôtera son masque et me regarde doucement. Il s'approche encore de la fenêtre, je m'en écarte un peu et lui laisse la place. Comme dans du beurre, cette lame dessine un grand carré, puis d'un coup de poing bref, au centre, il fait chuter dans le vide l'étoffe rembourrée. Le ciel, très bas, le sol. Semaine 14. Allez, vous vous installez, vous reprenez. Voilà. Nous pensions vraiment en être sortis. Nous avions pris un nouveau départ. Nous étions apaisés. Puis c'est arrivé, en 3 ou 4 semaines, pas plus, d'un seul coup ou presque, notre existence a pris un très mauvais tour. À quelques détails près, les mêmes images se forment, n'essayez pas, c'est la silhouette d'un enfant, notre enfant. À l'intérieur, les peintures, les papiers peints, les revêtements ont commencé à dépérir. Les visiteurs remarquaient d'un coup d'œil les fissures et les décollements. Ils repéraient l'état des joints et la dégradation générale du jardin. Ils voyaient la rouille sur les outils abandonnés au milieu des plantes ramollies. Ils analysaient tous les signes. Climat tendu, allure négligée, traits tirés. Ils prodiguaient des conseils personnels. Ils se montraient inquiets et sincères. Ils posaient en aparté des questions sérieuses et difficiles. Nous avions de nouveau perdu le sommeil. À quelques détails près, les mêmes images se forment. N'essayez pas. C'est la silhouette d'un enfant, notre enfant, qui se glisse à l'extérieur sur la terrasse. Il s'est levé en pleine nuit, et l'éclairage automatique du jardin ne se déclenche pas. C'est affreux, la nuit est complètement noire. Nous le distinguons à peine lorsqu'il descend, une à une, les 5 marches qui conduisent au rectangle de gazon en contrebas, dans la direction de la piscine. Vous aurez tous remarqué que ce sont des textes donc, qui, au-delà du plaisir que chacun d'entre vous aura à les lire, représentent aussi le cadeau idéal à offrir. Donc surtout n'hésitez pas ce soir. Et vraiment un grand merci à Hugues Jalon et à Lucie Taïeb pour cette soirée. Vraiment merci beaucoup. Merci à vous.